2, France Maghreb 2. Bonjour mes amis, bienvenue sur France Maghreb 2, c'est votre talk de fin d'après-midi jusqu'à 18h, ça s'appelle le Grand Forum, c'est sur France Maghreb 2 et tous les jours de 16h à 18h aujourd'hui. Pour m'accompagner, monsieur Taha Bouabs, bonjour Taha. Salut Christophe, salut à tous. Bienvenue, le militant des plus militants d'entre nous. Cher Taha, oui, parce que tu décolles sur Marseille. Et justement, on va en parler de Marseille tout à l'heure avec un invité. Qu'est-ce qui se passe au niveau du McDo de Marseille, Taha ? Les salariés du McDo de Marseille de Sainte-Marthe à Saint-Barthélemy, donc dans les quartiers nord de Marseille, sont en lutte pour protester contre le projet de cession de leur restaurant. Donc ça fait un mois qu'ils occupent le McDonald's, ça fait 8 mois qu'ils sont en grève. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est un des McDo qui est un bastion de la lutte syndicale, de la lutte sociale à Marseille, qui ont obtenu beaucoup d'avancées, beaucoup d'acquis sociaux, et McDonald's veut fermer ce restaurant pour pas que la maladie syndicale se propage dans les autres restaurants. Oui, ils ont obtenu certains acquis, c'est pour ça. C'est ça, exactement. Oui, notre 13e mois notamment et plein d'autres choses. C'est ça. Et ils ont été reçus, ces gens qui font grève, donc par le ministère hier. C'est ça. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que le conflit a pris une dimension internationale. Ils ont été relayés dans le New York Times, dans tout un tas de médias chinois, japonais, etc. Ça a entaché l'image de McDonald's au niveau international, au niveau national. Ouais. Et le conflit a pris de telles proportions que a été diligenté un médiateur d'une délégation interministérielle. Donc hier, j'étais aussi présent avec eux, avec la délégation au ministère de l'économie à Bercy. D'accord. Et on reviendra justement sur cette rencontre. Et c'est demain que sera connue la décision. Alors qui doit rendre cette décision ? Alors c'est le juge des référés au tribunal de grande instance de Marseille. D'accord. Qui devra rendre une décision. Donc on attend impatiemment cette décision, mais de toute façon, qu'elle soit positive l'issue ou négative, le combat continuera de toute façon. On en reparlera donc tout à l'heure avec un des salariés, un des responsables aussi de ce McDo du côté de Marseille à 17h. Il sera avec nous. La question du jour, et on en parlera en détail tout à l'heure avec notre ami spécialiste de la question, monsieur Sofiane Lakhdari. En effet, l'Espagne, vous l'avez peut-être pas su, c'est normal, personne n'en a parlé, a annulé une livraison d'armes pour l'Arabie Saoudite qui, vous le savez, est pointée du doigt dans plusieurs rapports, notamment pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité au Yémen. Et la question qu'on vous pose, de manière un petit peu naïve, est-ce que la France pourra-t-elle en faire autant ? On vous la pose cette question et vous y répondez évidemment sur Facebook, France Maghreb 2, ainsi que sur Twitter, LGF officiel. Mais pour l'heure, c'était à la une, un 6 septembre. C'était à la une, un 6 septembre, une disparition en 2009, celle de Sim, acteur, comique, chanteur, auteur, mais aussi écrivain. Il a fait ses grandes heures, notamment dans les grosses têtes. Vous avez écrit des best-sellers, des bouquins qui ont bien marché. Les premiers, en tout cas, Les Chouettes, ma gueule, ça a été un énorme succès. Oui, mais je m'y attendais pas du reste. Bon, évidemment, ni mon éditeur, bien sûr. Et puis surtout que ce bouquin, le manuscrit, je l'avais donné à mon copain Philippe Bouvard, qui lui m'a dit « Oh, c'est bien ce que vous faites, je vais vous présenter un éditeur. » Et il le donne à son chauffeur, qui se gourde d'éditeurs. Le chauffeur amène ça chez Flammarion, et Bouvard était fâché avec les gens de chez Flammarion. C'est-à-dire que Flammarion, alors que tous les autres m'avaient refusé, Flammarion a accepté et on a fait 1 million d'exemplaires. Ça s'appelle le LGF, on est là évidemment tous les jours, 16h-18h sur France Maghreb 2 avec Taha Bouabs aujourd'hui. Avec nous, bien sûr. Alors je vais resituer un petit peu qui est Taha Bouabs, bien sûr. C'est celui qui a filmé malgré lui, Alexandre Benalla le 1er mai dernier. Voilà. Ça te laisse sans voix. J'avoue. Bon, d'ailleurs, on peut le dire ou pas que tu vas passer bientôt On peut le dire que tu vas passer bientôt sur France Ouais, carrément. Bon, tu vas passer sur France 2 le 20 septembre dans le cadre de complément d'enquête, c'est ça ? C'est ça, complément d'enquête sur l'affaire Benalla en long, en large et en travers. D'accord, donc interview sur ça s'est déroulé sur les lieux. C'est ça. Mais il y aura aussi un axe vraiment sur le personnage Benalla, qui est-il vraiment, donc tout le côté en fait, si tu veux, obscur. Qui est-il à 26 ans dans les arcanes du pouvoir, qui est-il vraiment, donc voilà. Bon, c'est le 20 septembre, on aura l'occasion évidemment d'en reparler. C'est aussi le jour d'ailleurs de notre ami Majid Messaouden de LGF qui est invité à comparaître au tribunal pour avoir traité de nazi la fachosphère et compagnie pour les problèmes de migrants, tu sais, dans les montagnes. On appelle un chat un chat. Voilà. Et donc Majid Messaouden, mais il n'est pas le seul. En tout cas, il y a un comité de soutien qui s'est créé sur Facebook, sur Twitter,
et on vous l'a partagé d'ailleurs sur la page Christophe Le Grand Forum. N'hésitez pas à les signer, partager, parce que la liberté ne doit pas être limitée. Et voilà, Majid Messaouden a fait que effectivement dire ce qu'il fallait dire là-dessus. Alors, la question du jour, c'est une information qui est un peu passée inaperçue, je vous l'accorde, dans les médias mainstream, mais il s'agit de l'Espagne qui a annulé une livraison d'armes à l'Arabie Saoudite parce que cette dernière, vous le savez, est directement impliquée dans le conflit au Yémen. Et à plusieurs titres et au vu de plusieurs rapports, et notamment le dernier en date de l'ONU, qui considère que l'Arabie Saoudite commet des crimes contre l'humanité, des crimes au Yémen. Et à ce titre, donc, l'Espagne a annulé une livraison d'armes à l'Arabie Saoudite. Alors, la question que l'on vous pose, quelque peu naïvement, je vous l'accorde, est-ce que la France en fera-t-elle autant? Je rappelle que la France est indirectement ou directement concernée puisqu'elle vend des armes. D'ailleurs, je vous donnerai des chiffres que j'ai récupérés à l'Arabie Saoudite. Est-ce que la France en fera autant? C'est la question qu'on vous pose, et vous êtes en grosse majorité à dire que non. Vous pensez qu'elle ne le fera pas. 86% sur Facebook, 68% sur Twitter pour voter France Maghreb 2 sur Facebook bien sûr, et sur Twitter LGF officiel. J'ai invité notre ami Sofiane Lakhdari, spécialiste dans ce domaine. Salut Sofiane. Salut Christophe, salut Parra, salut tout le monde. Salut Sofiane. Alors pour bien resituer et faire comprendre un petit peu à nos auditeurs de quoi il s'agit, donc c'est l'Espagne qui a effectivement annulé cette livraison d'armes qui était destinée à l'Arabie Saoudite. Est-ce qu'on peut appeler ça du courage politique, Sofiane? Un peu le courage politique, et en même temps, il voit que l'Arabie Saoudite a perdu cette guerre qui dure depuis plus de 3 ans, qui a causé la mort à plus de 10 000 personnes, sans parler des cas de maladies, de choléra, de famine. On sait que les 3/4 de la population vit avec les aides les aides internationales, en vérité presque 20 millions de personnes, la pauvreté, etc. Et du coup, il y a des pays avec une opinion publique qui essayent un peu de jouer un rôle de pression, en vérité, sur pas seulement l'Arabie Saoudite, mais l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. C'est une guerre qui est menée par les deux, mais on parle beaucoup d'Arabie Saoudite. Les Émiratis aussi participent et occupent beaucoup de ports. Le port de Aden, par exemple, est occupé par les Émiratis. Ouais. Voilà, et c'est une guerre malheureusement qui dure depuis 3 ans, avec un silence total des médias et de tous les spécialistes. Sofiane, la question qu'on pose naïvement, j'ai envie de dire aujourd'hui, est-ce que tu penses que la France peut en faire autant? On sait qu'elle est que le président, en tout cas Emmanuel Macron, est interpellé sur le sujet. Alors pas dans les grands médias, ni la question lui est posée par des journalistes français, mais interpellé par des gens un peu qui suivent l'actualité sur les réseaux sociaux. Il y a cette possibilité aussi d'interpeller directement le président. Non, pas du tout. Parce qu'on a posé la question, je pense, à la ministre de la Défense dernièrement par Lee, c'est ça. On lui a posé la question et on lui a dit pourquoi vous vendez des armes à l'Arabie Saoudite alors qu'il tue au Yémen? Elle a dit on n'est pas responsable de ce que fait l'Arabie Saoudite de nos armes. Elle a répondu clairement. C'était à Bruxelles, je me rappelle. Voilà, mais je pense c'est naïf. Là, ce qu'on est en train de voir avec ce rapport de l'ONU, c'est que c'est un moyen de pression fait par les pays européens et pays occidentaux sur leur allié qui est l'Arabie Saoudite et les Émirats, afin de négocier et d'arrêter cette guerre qui n'a aucun objectif. En vérité, ils ont perdu cette guerre. Maintenant, ils essaieront de sortir d'en haut, en vérité, et de négocier avec les Houthis qu'ils ont voulu éliminer, mais qui voient que c'était impossible et que c'est impossible d'éliminer moitié de la population. Alors j'ai des chiffres, entre 2013 et 2017, 5,5% des armes vendues dans le monde par la France concernaient l'Arabie. Oui, l'Arabie Saoudite, elle achète que des armes, ou bien soit elle achète des armes, soit elle remplit les caisses de Donald Trump. Elle ne prête pas de l'argent pour les pays qui sont en difficulté financière. Si je parle de la Tunisie par exemple, ou de certains pays. Alors, on voit bien que depuis l'arrivée du prince héritier Mohammed Ben Salman, c'est une fuite en avant. Ils ont perdu toutes les guerres qu'ils ont menées. Et voilà, et c'est quand je reprends les termes de Donald Trump, il a dit si tu vas chaler, il faut la traire au maximum, et quand elle séchera, il faut l'égorger. Alors, comment on peut qualifier ce geste, cette décision espagnole? Est-ce qu'elle avait jusqu'alors des relations un petit peu tendues avec l'Arabie? Oui, symbolique. Ouais, c'est symbolique. En même temps, l'Espagne n'a pas vraiment de grandes exportations d'armes envers l'Arabie Saoudite. On parle de quelques millions de dollars.
les milliards, c'est les États-Unis, et la France est le plus grand vendeur d'armes, parmi les plus grands vendeurs d'armes avec la Russie au monde. Mais l'Espagne, c'est juste symbolique, et pour marquer un coup, disons que c'est un début en vérité d'une longue chaîne qui va suivre après sur l'Arabie Saoudite. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y avait des négociations qui étaient prévues à Genève entre une délégation des Houthis avec les autres vraiment les vassaux de l'Arabie Saoudite, avec le groupe de Mansour Hadi, et on a vu que la délégation des Houthis n'a pas pu quitter la ville de Sanaa, elle n'a pas eu les garanties de quitter ou de revenir à la ville de Sanaa en sécurité. Alors du coup, ils sont tombés ces accords, ces négociations indirectes en vérité qui devaient s'ouvrir aujourd'hui à Genève. J'en profite pour t'avoir au téléphone, et les auditeurs évidemment peuvent toujours continuer de voter sur Facebook France Maghreb 2 et sur Twitter EDGF officiel à cette question. Tout à fait naïf, mais bon, allez, votez quand même. On peut espérer, l'espoir fait vivre, bien sûr. Pour te parler un petit peu de Donald Trump, là, il est très ennuyé, y compris par son propre appareil, j'ai envie de dire, au sein même de la Maison Blanche. Ça sort à tout va là, avec notamment cette déclaration d'un membre du cabinet de la Maison Blanche dans le New York Times. Ça fait du bruit, ça. Ça fait du bruit, ouais. C'est des pressions que subit Donald Trump. Il faut savoir qu'il a été élu sur un programme isolationniste, mais l'État profond américain n'accepte pas cette sortie des États-Unis de la domination mondiale. On voit bien que Donald Trump essaye de revenir plutôt vers l'intérieur et de sortir ses troupes qui se retrouvent au Moyen-Orient, ou bien de monnayer leur présence. Et on voit que l'État profond, quand on parle, c'est la CIA et le Pentagone, essayent de faire des pressions en sortant soit des affaires qui le lient avec des prostituées dans le passé, ou bien on lui sort des affaires internes ou des propos qu'il a tenus. On a vu dernièrement l'avocat Cohen qui a sorti des révélations. On voit des pressions qui sont continues sur lui. Ça se voit que c'est des moyens qu'utilise l'État profond afin de forcer Donald Trump à aller dans une confrontation directe avec la Russie. Chose à laquelle je n'y crois pas. Il y a d'ailleurs certains membres qui menacent d'utiliser un amendement qui existe d'ailleurs pour destituer le président. Oui, ils ont parlé de l'impeachment, on en parle depuis le début de son élection. Et il est toujours là. Et il est toujours là, et dernière révélation qu'on a donnée, il parlait de demander à Jim Mattis, le ministre de la Défense, à tuer Bachar el-Assad. Ouais. Voilà, c'est des dernières révélations, mais voilà. Alors, puisque tu parles de Bachar el-Assad, il y a aussi un axe à suivre de très près. Ça se passe du côté de Idlib. C'est la dernière poche, j'allais dire, tenue par les rebelles, enfin ceux qu'on a appelés les rebelles syriens. Oui, des terroristes, bien sûr, parce qu'il y a une multitude de terroristes là-bas. On parle d'ailleurs de plusieurs milliers de terroristes. Non, on essaye un peu d'arrondir en vérité. C'est Al-Qaïda qui dirige cette ville, mais on parle de rebelles modérés, d'armées syriennes, mais c'est Al-Qaïda, c'est notre le chiffre de 40 000 est impressionnant quand même. On parle même jusqu'à 70 000, mais parmi les 70 000, il y a beaucoup de gens, on parle entre 20 et 25 000 qui sont liés à Al-Qaïda directement, ou bien des groupuscules liés à Daesh. On parle d'une certaine idéologie, c'est des groupes qui sont en grande partie wahhabites, djihadistes, takfiristes, et ils ont pu vivre ensemble plusieurs années, depuis le début du conflit, ils sont là-bas. Ils ont été rejoints par ceux qui ont été évacués de la ville de Halab, ou la ville de Daraa dernièrement, ou bien de la Ghouta avant, dans la banlieue de Damas. Et là, mais c'est des gens qui vivaient paisiblement entre eux, mais dernièrement, il y a eu des assassinats ciblés pour le travail avec l'ennemi, ou bien des espions, etc. Mais alors, une petite question sur 2 millions d'habitants à peu près. Pour situer géographiquement cette ville de Idlib, c'est à la frontière turque, si je dis pas de bêtises, Sofiane. Tout à fait, c'est au nord, ouais. Alors justement, quelle sera l'attitude de la Turquie qui semble, je dis bien semble, tu vas me corriger ou peut-être confirmer, changer d'alliance, La Turquie déjà il y a quelques jours elle a mis Hayat Tahrir Sham, c'est-à-dire la nouvelle appellation d'Al-Nusra qui est à la branche d'Al-Qaïda en Syrie, elle l'a considéré dernièrement cette semaine comme groupe terroriste. Ouais. Ça se voit que la Turquie commence à lever la main sur ce groupe-là qu'elle a utilisé durant 7 ans. Mais là, maintenant, la Turquie, elle est affaiblie. Elle a son allié, les États-Unis, qui la poignardent derrière le dos en utilisant les Kurdes pour la déstabiliser au niveau de l'intérieur. Ou bien on se rappelle il y a 2 ans de la tentative de coup d'État qui a échoué.
La Turquie, maintenant, elle est pointée du doigt, elle fait partie de l'alliance de l'OTAN, mais en vérité, Poutine essaie à tout prix de ramener la Turquie vers le côté de l'axe Moscou, Téhéran, Damas. Et la Turquie, si elle peut faire quelque chose, c'est ne pas participer, ne pas apporter un soutien déjà aux terroristes. Il faut savoir que les troupes turques, elles y sont déjà dans la province de Idlib, presque une douzaine de points d'appoint. Dans la ville de Afrin, dans la ville de Jarablos, avec l'accord bien sûr, c'était au nom de chasser les Kurdes qui touchait un peu son intégrité, qui était une menace pour elle, et ils ont installé des bases à cet endroit-là. Maintenant, la Turquie, quelle sera son attitude? Ou bien moi je pense il y a une réunion demain à Téhéran entre Erdogan, Rouhani et Poutine. Et beaucoup de choses sortiront. Là, toutes les préparatifs montrent que la bataille va commencer. Mais est-ce que la Turquie subira des conséquences de ces groupes terroristes? Parce que beaucoup d'entre eux ne veulent pas baisser les armes et ne veulent pas rentrer dans une confrontation contre le Daesh et les groupes terroristes. Ouais. En vérité, ce que demande la Turquie, c'est que ces groupes terroristes seront considérés comme rebelles modérés à condition qu'ils décident d'attaquer Al-Qaïda et Daesh. Alors, rappelons quand même que la Turquie a été une véritable passoire justement de facilitation de passage pour tous ces terroristes qui ont rejoint pour la plupart la Syrie via la Turquie. Et la Turquie qui héberge à peu près 2,5 millions à 3 millions de réfugiés syriens aussi. Grosse offensive de prévue sur Idlib, Sofiane? Ah oui, c'est une grosse offensive, c'est inévitable. On voit maintenant que les États-Unis, par le biais de Pompeo, de son ministre des Affaires étrangères, ou bien de son ministre de la Défense du Mattis, ils commencent à parler que ils ont un feu vert, ils donnent un feu vert à la Russie. Mais on voit la France qu'elle essaie un peu de gesticuler, disant qu'il y a une crise humanitaire. On n'a pas parlé de crise humanitaire quand on voulait libérer Raqqa ou Mossoul. On fait des pressions, en cas d'utilisation d'armes chimiques, on va intervenir. Il faut savoir que la Russie a commencé des manœuvres militaires depuis le 1er septembre au large de Damas. Et hier, je voyais un général syrien qui disait que c'était une manière de couvrir une éventuelle attaque américaine, que la Russie soit prête afin de riposter. Il s'agit là, moi je pense, de libérer Idlib, c'est inévitable. Il s'agit là de la dernière poche de résistance. De la dernière poche avant de commencer l'est de l'Euphrate qui est occupé, où on voit des troupes américaines avec les Kurdes. Mais les Kurdes commencent un peu à négocier. Ils envoient une délégation la semaine dernière à Damas afin de négocier. Ils savent très très bien. Comme ils ont été lâchés à l'ouest de l'Euphrate quand la Turquie a intervenu, ils vont être lâchés à l'est de l'Euphrate et ils ont tout intérêt à négocier un régime autonome un peu à l'est de l'Euphrate afin de négocier, sachant que les Kurdes aujourd'hui font une épuration ethnique dans certains villages chrétiens arabes ou sunnites arabes et qui sont épurés complètement et même ils commencent un peu à introduire des programmes autonomes avec une sécurité autonome. Mais je pense que les Américains les lâcheront comme ils ont lâché. Ils peuvent pas jouer avec ça, avec la Turquie, je pense, et la Syrie. Rappelons d'ailleurs que la France, qui peine à se faire une place dans la diplomatie, j'allais dire, à l'étranger, pas plus tard qu'à la rentrée, devant les ambassadeurs. D'ailleurs, Macron a eu des mots peu élogieux envers Bachar al-Assad, l'accusant encore une fois, j'allais dire, limite d'être responsable de tout ce qui se passe dans ce pays. Oui, mais la France n'a aucun poids maintenant en Syrie. Ceux qui ont le poids, c'est ceux qui ont des troupes au sol. La Russie, l'Iran, les États-Unis et la Turquie. Les autres pays ne peuvent pas parler. Oui. Ça, c'est entre les gens qui ont des hommes sur le terrain. La France n'a aucun, peut-être des services spéciaux intérieurement au niveau de la Syrie, je ne doute pas, mais pour jouer un rôle important dans cette question, c'est impossible. François Hollande et Nicolas Sarkozy ont poussé la France en dehors de ce sujet. Emmanuel Macron ne l'a pas non plus remis sur la table. Oui, on peut dire, oui, mais est-ce qu'il avait la possibilité? Moi, je pense que c'était maintenant ce que peut jouer la France encore un rôle au Liban, mais en Syrie, c'est fini. Ils peuvent faire les déclarations qu'ils veulent,
Mais après, maintenant, peut-être avoir des contrats pour la reconstruction de la Syrie, mais pour jouer un rôle au niveau de l'équilibre maintenant, c'est fini. Alors, j'ai vu... Bachar Assad l'a gagné, c'est bon. J'ai vu, Sofiane, là, qu'il y a un nouvel épisode qui sort, là, Emirate Gate, qui sort, là, avec apparemment quelques informations comment dirais-je, de transfert d'argent un peu illégal qui se ferait, là, pour les pays du Golfe. Ça a l'air de faire du bruit, cette histoire. T'as suivi, Sofiane? Non, j'ai pas suivi, mais je sais pertinemment que maintenant le camp de la guerre, le camp qui a déclenché cette guerre envers la Syrie va payer le prix. Les pétromonarchies, tous les experts vous disent que ça va péter. Maintenant en Arabie Saoudite, le règne de Mohammed Ben Salman, il y a un épisode dernièrement en Angleterre, il y a le petit-fils de le prince Abdallah, le dernier, le 31e, Ahmed Ben Naif, Ahmed Ben Abdullah Ben Naif, il a complètement explosé Mohammed Ben Salman. Il y a une panique générale en Arabie Saoudite. Et les Émirats aussi, parce qu'aujourd'hui, celui qui a le rôle de Mohammed Ben Salman aux Émirats, il s'appelle Mohammed Ben Zayed. Et Mohammed Ben Zayed, il a le même âge que Mohammed Ben Salman. C'est eux qui ont négocié la grande transaction avec Jared Kushner pour régler le problème palestinien. Et je pense que si ça échoue, Mohammed Ben Zayed aussi, aux Émirats Unis, avec pas mal de princes qui vont quitter le pouvoir, si ce n'est l'implosion complètement des Émirats ou bien de l'Arabie Saoudite. Ce printemps qu'on a appelé le printemps arabe, on risque de le voir prochainement dans les monarchies arabes. Dernière question, Sofiane, un petit tour par la Chine, là, parce que sort de plus en plus, là, en ce moment, et c'est à déplorer, bien sûr, la situation des Ouïghours, les musulmans, ils sont 10 millions, je crois, d'habitants en Chine, et on accuse la Chine de les traiter de la plus mauvaise manière, ce qui est vrai, d'ailleurs, mais pourquoi maintenant? Est-ce qu'il y a une explication sur le fait qu'on est en train d'axer le rôle de la Chine vis-à-vis de cette population musulmane et ouïghour? On va passer pour des complotistes, Christophe. On sait que les Ouïghours, il y a une unité de Ouïghours, on parle entre 5 et 10 000 Ouïghours à Jisr al-Shoror, c'est-à-dire dans une des villes syriennes. Et il y a des forces spéciales qui ont été envoyées, des forces spéciales chinoises, afin d'éliminer ces gens-là que la Chine ne veut absolument pas qu'ils reviennent. Après, maintenant, on essaye un peu de faire des pressions sur la Chine en utilisant des minorités, en l'occurrence la minorité musulmane dans ce cas-là. Peut-être qu'ils sont persécutés, c'est pas faux. Mais pourquoi maintenant on en parle? Pourquoi je sais pas, j'ai aucune idée. On a parlé des Rohingyas, mais je vois que depuis des mois on n'en parle plus. Est-ce que le calvaire des Rohingyas est terminé? Je sais pas. J'ai aucune idée, mais je pose seulement naïvement cette question. Merci Sofiane Lakhdari, en tout cas, de nous avoir éclairci pour le coup et peut-être aidé ou orienté. J'ai donné un avis personnel, voilà. Oui, voilà, les gens, c'est des conflits qui sont assez complexes et on peut les voir de différents regards, mais sauf que faut voir que depuis le début, depuis 2011, on a une seule ligne. On a parlé que c'est pas un printemps arabe, c'est des intérêts géostratégiques, c'est des intérêts qui nous dépassent. Et malheureusement, le musulman ou l'arabe, en général, est la chair à canon pour ces intérêts qui sont complètement méconnus de certains. Merci Sofiane, en tout cas, pour nous avoir un petit peu éclairci. À bientôt. Voilà, t'as vu, c'est un peu le bazar sur la scène internationale. Voilà, c'est beaucoup d'enjeux, beaucoup d'intérêts qui se confrontent et forcément donc ça nous donne un véritable échiquier. Et on suit évidemment cette situation en Syrie qui, on l'a indiqué avec Sofiane, est peut-être l'une des dernières poches de résistance. Ça se passe à Idlib, effectivement, une grosse offensive qui se prépare. Vos interventions et vos appels, bien sûr, sur n'importe quel sujet dans cette émission, c'est le 01 40 33 9000. Alors il se passe des choses du côté de Marseille demain. Cherta, on va en parler d'ailleurs dans un instant, notamment du sort d'un McDonald's dans les quartiers nord de Marseille. On va rappeler que parce que la spécificité de ce McDonald's, c'est la plupart des salariés, je crois, sont issus des quartiers nord. C'est ça, c'est quasiment exclusivement des habitants des quartiers nord de Marseille. Donc faut savoir que c'est un McDonald's qui est situé en plein milieu des quartiers nord de Marseille. Et la spécificité en fait de ce McDonald's, c'est que c'est un bastion de la lutte syndicale, de la lutte sociale. C'est des salariés, des syndicalistes qui ont réussi à obtenir beaucoup d'avantages sociaux que les autres McDonald's de Marseille n'ont pas. Et donc effectivement la stratégie de McDonald's sur ce coup-là, c'est la lutte anti-syndicale, c'est liquider le McDonald's, liquider le restaurant pour pas que ça fasse tache d'huile et que les autres restaurants de Marseille ou de la France soient pris d'envie d'obtenir des acquis comme ceux qui sont... Ils ont peur d'une contagion, quoi.
Exactement. Voilà. Et donc la décision est rendue demain par le tribunal de grande instance de Marseille, c'est ça? C'est ça. Ouais, demain matin. Et puis autre rendez-vous aussi important, c'est à l'appel d'ailleurs de la France Insoumise à Marseille. C'est une manifestation pour manifester contre la venue de Merkel et Macron, qui sont d'ailleurs demain à Marseille. C'est exactement ça. Donc c'est une manifestation qui aura lieu demain à midi à Marseille pour dire tout simplement non au projet néolibéral du duo Merkel, du duo franco-allemand Merkel-Macron. Donc simplement pour marquer notre opposition à leur projet, en fait, tout simplement qui détruit et qui continue d'enrichir les plus riches et d'appauvrir les plus pauvres. Donc effectivement, si vous êtes c'est où la manif? Je regarde, je te dis ça, normalement sur le Vieux-Port. Demain midi, donc demain à Marseille, midi à Marseille. Ouais. À l'appel de Jean-Luc Mélenchon. C'est ça. Et de la France Insoumise. Exactement. Voilà. Donc ça doit être sur le Vieux-Port, hein, normalement. Normalement sur le Vieux-Port, donc je te dis ça tout de suite. Et dans un instant, justement, on sera avec un des salariés, des responsables de ce McDo en lutte depuis 8 mois maintenant. Et ils ont été reçus d'ailleurs hier à Bercy. Pour essayer de faire entendre leur voix du côté donc de ce McDo de Marseille. Je précise quand même qu'il ne s'agit en rien de médiatiser McDo qu'on n'est pas prêt de défendre ici. Non. Parce qu'on défend pas. C'est sur le Vieux-Port, hein, effectivement. Sur le Vieux-Port, mais pour parler surtout d'une lutte syndicale et de certains acquis qu'on réussit grâce à des batailles qu'ont su mener ces salariés issus des quartiers nord, donc à obtenir. Combien de salariés il s'agit là? Il s'agit 77 salariés. Ah ouais. Dont 55 à plein temps. Qui risquent de se retrouver sur le carreau. Exactement. Donc il y a un projet de cession en fait, si tu veux, ils vendent 6 restaurants, donc ça appartient à un franchisé. Donc ils les vendent à un autre franchisé. Et en fait, il y a un projet de cession, si tu veux, sur le McDonald's de Sainte-Marthe, de Saint-Barthélemy, pour un projet de restaurant asiatique halal. Un truc qui tient pas la route d'une société qui a été créée il y a 2 mois en Tunisie par un homme d'affaires algérien, donc une histoire d'homme de paille, histoire de liquider le truc quoi. Oui. Donc c'est vraiment des emplois qui sont ça, on est bien à Marseille pour le coup. Dans un instant. Donc il s'appelle aussi Christophe, d'ailleurs il sera avec nous dans un instant, ne bougez pas tout de suite. Il s'appelle l'artiste et il est sur France Maghreb 2 bien sûr. LGF, le grand forum, votre émission de décryptage de l'actu. Chaque jour, de 16h à 18h avec Tabouabs qui est avec nous aujourd'hui. Salut à tous. Et nous prenons, si vous le voulez, la direction de Marseille maintenant pour évoquer, pour le coup, une actualité qui est devenue à la scène internationale. Pas forcément bien traité par les journalistes de chez nous, mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça, on commence à s'y habituer. Il s'agit du sort d'un McDonald's de Saint-Barth à Marseille, et pour en parler avec nous, un leader syndical, Christophe Long-Monaco, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir et bienvenue sur France Maghreb 2. D'ailleurs, on peut nous écouter à Marseille sur le 93.8. Et alors, vous allez peut-être nous expliquer depuis le début ce qui se passe concernant ce McDo. Je rappelle juste en aparté qu'il s'agit du sort de 77 salariés, ce qui n'est pas rien, et la décision devrait tomber demain du tribunal de grande instance de Marseille. Comment tout a commencé, Monsieur Long-Monaco? Alors ça a commencé de la manière la plus classique possible. Notre franchisé a émis le souhait de vendre ses sociétés. Et nous a présenté un projet de cession le 7 mai. Ouais. À la lecture de ce projet-là, on s'est aperçu qu'il y avait déjà des erreurs sur la rédaction du premier projet, qui a fait l'objet d'un premier erratum, où même le nom de l'acquéreur a changé, c'était plus le bon prénom. Suite à ça, il y a eu un deuxième erratum parce qu'il s'était trompé sur les adresses de ses propres restaurants qu'il vendait, comme s'il ne le connaissait pas, ou comme si c'était pas lui qui avait monté le projet. Ouais. Donc, ce qui nous a poussé à vérifier la véracité des éléments qui nous avaient été transmis. D'accord. Alors dès que vous avez eu connaissance évidemment de ce projet de cession, vous êtes évidemment tout de suite mis en ordre de marche pour essayer de vous organiser. Ce que vous avez d'ailleurs fait fort bien parce que depuis 8 mois, c'est un véritable blocage. Alors depuis 8 mois, oui, on est tous unis et on marche tous dans le même sens parce que pour nous c'est obtenir la justice sociale aujourd'hui. Les 77 salariés de Saint-Barthélemy ne peuvent pas être en aucun cas les victimes d'une escroquerie flagrante. Comment on explique le fait qu'il ait soudain l'envie de vendre, de céder? Est-ce qu'il y a peut-être un chiffre d'affaires qui a baissé? Est-ce qu'il y a une clientèle qui a boudé?
Est-ce qu'il y a une explication? Le restaurant de Saint-Barthélemy en lui-même est dans une difficulté financière depuis 2009, mais dû à des travaux de la L2, c'est une rocade qui traverse Marseille et qui doit délester le trafic routier. Le restaurant a été fermé partiellement pendant 1 an, sans drive. Après, on a eu que le drive, mais pas l'intérieur. Après, on a eu l'intérieur, mais sans le parking. Donc, c'est un déficit qui est dû uniquement autour du restaurant et pas à la gestion du restaurant. Et là, en ce moment où on arrive à avoir une activité plutôt complète, les résultats sont nettement en progrès. On est sur le budget fourni même par Monsieur Broquero à 300 000 € d'avance sur le budget. Donc ça prouve bien que l'équilibre financier du restaurant y est et y sera à la fin du travaux, parce que le trafic routier était de 50 000 voitures jour avant les travaux et il est estimé aujourd'hui par les pouvoirs publics à plus de 100 000. Ah oui, ce qui est considérable. La rentabilité de ce site-là sera au rendez-vous à la fin du travaux. D'accord. Maintenant, on s'aperçoit que par des magouilles financières un peu, on a plombé et lesté volontairement les résultats de ce restaurant-là pour le maintenir en déficit pour pouvoir le vendre plus facilement et s'en servir de prétexte. Il y a une autre explication aussi qui émerge au vu de ce problème, c'est de la peur de McDo, d'une contamination, des différents acquis que vous avez fini par obtenir. Alors c'est bien ça, l'essentiel du problème se trouve là. Aujourd'hui, ce restaurant-là, comme les 6 autres qui sont dans le même groupe, ne correspondent pas au modèle social voulu par McDo en France. D'accord. Nos revendications ont été légitimes à chaque fois qu'elles l'ont été. En quoi elles sont différentes? En quoi elles sont différentes? Alors, elles sont différentes sur plusieurs points. Elles sont différentes, par exemple, sur le 13e mois. D'accord. Nous avons obtenu un 13e mois parmi les premiers sur la région, et nous, le nôtre, il est au bout de 12 mois d'ancienneté. D'accord. C'est monsieur Guémari qui s'était battu à l'époque avec nous pour le mettre en place chez nous, et il avait réussi à l'imposer même chez monsieur Abbassi et chez d'autres franchisés qui sont autour de nous. Sauf que le nôtre, il est à partir de 12 mois. Chez eux, il est à partir de 24 mois. Le nôtre est contractuel et pas chez eux. Chez eux, ça fait partie d'un accord, c'est-à-dire que s'ils sont revendus, l'accord tombe et il n'y a plus le 13e mois. Par contre, chez nous, comme c'est contractuel, même si on est revendu, le 13e mois va rester en place, par exemple. D'accord. Ça, c'est un exemple. Nous écarter, c'est pour ça qu'ils veulent nous écarter et écarter la représentativité syndicale et des salariés, de manière à ne plus avoir à rencontrer ce genre de problème-là dans les autres structures qui nous entourent. Alors, je rappelle, c'est là pour eux la contagion. Vous êtes donc délégué syndical et vous êtes en lutte donc avec tous ces salariés. Est-ce que vous vous sentez soutenu par la population marseillaise? Alors, on est extrêmement soutenu par la population matérielle et par d'abord tout le grand Saint-Barthélemy et les associations et le SQPM sur Marseille qui nous soutiennent depuis le début. Et là, on est soutenu depuis plusieurs mois déjà par la population de presque toute la France. On est soutenu par des amis de Rouen, Paris, Lyon, Marseille. Enfin, toute la France nous envoie des messages de soutien. On reçoit des dons de gens pour nous aider à maintenir notre lutte. On reçoit des financements pour participer aux frais d'avocat. On est vraiment soutenu et bien soutenu par l'ensemble des populations, oui. Alors, Tahabouab, qui est avec moi et qui suit cette affaire de encore plus près de moi. Hier, vous avez été reçu par Bercy. Christophe, comment ça s'est passé? Alors, hier, nous avons été reçus par Monsieur Floris à Bercy, qui est un délégué interministériel. Monsieur Floris avait dans sa manche une solution qu'il a essayé de nous proposer, c'est-à-dire que la société Alifood mette un peu plus d'argent pour nous faire plaisir. Mais nous, c'est pas le fait de mettre de l'argent, c'est que les personnes qui sont à la tête de ce projet-là, et qui est monsieur Boulkout, n'a pas la capacité financière aujourd'hui d'assumer déjà les premiers 500 000 € et puis d'en remettre encore 500 000 de plus. Je pense pas que ce soit aujourd'hui une des possibilités qu'il est. On a eu un bienfaiteur qui nous a envoyé sa déclaration d'impôt au vu de ce qu'on a pu montrer, aujourd'hui, il n'a pas la capacité financière d'assumer un tel projet. Il faut savoir qu'aujourd'hui, son projet il estime son projet à 500 000 €. Ouais. Les experts comptables qui sont avec nous et qui nous aident bénévolement l'estiment, eux, à 2,5 millions. Ah oui. Tu étais à leur côté hier. Est-ce que tu as senti une équipe déterminée? Clairement. Ouais. Moi, ça fait 2 semaines que je suis à leur côté, notamment à Marseille, à Paris. On les avait aussi reçus il y a quelques mois à Paris.
faut savoir que la spécificité, et moi ce qui m'a beaucoup plu en fait avec nos camarades marseillais, c'est que c'est quasiment exclusivement que des gens qui sont issus des quartiers populaires. Ouais. Et ça c'est extrêmement peu commun de voir des gens des quartiers populaires mener des luttes syndicales, qui plus est contre des multinationales au budget illimité. Et quand on voit aujourd'hui la détermination avec laquelle ils mènent le combat, que ce soit juridiquement, sur le plan juridique, en faisant les choses carrées, en allant là où on ne les attend pas, en en gardant la tête froide face aux intimidations qui peuvent être physiques, verbales, etc. Ben moi j'ai beaucoup d'admiration pour ces gens-là, vraiment. La décision est attendue pour demain. Et tiens, on vient de me transmettre un tweet de Jean-Luc Mélenchon qui invite Emmanuel Macron, qui sera d'ailleurs demain à Marseille avec Angela Merkel, à s'entretenir avec vous, avec les salariés. C'est ce que vous avez fait d'ailleurs comme demande, c'est de rencontrer le président. Oui, nous on a fait une demande par voie officielle pour avoir un entretien avec soit le président, soit un de ses collaborateurs les plus proches, de manière à continuer à exposer notre problème. Même si en France on a le droit de vendre et de racheter des sociétés, ça peut pas se faire par le biais d'escroqueries. Alors, est-ce que vous avez une réponse ? Un cadre légal. Est-ce que vous avez une réponse de la présidence ? Nous sommes toujours dans l'attente d'une réponse et nous espérons être reçus au vu de notre combat et de la légitimité du combat. La classe politique étant unanime et étant regroupée derrière nous par les nombreux soutiens que nous pouvons avoir, soit celui de Monsieur Mélenchon qui est un soutien inconditionnel et fort depuis le début, ou Madame Galli qui nous suit comme personne nous suit, Monsieur Jérémy Bacchi qui nous suit aussi et qui est PCF, Monsieur Gaudin. Donc la classe politique, et quelle que soit son appartenance. Vous avez le soutien de Monsieur Gaudin, maire de Marseille. Nous avons le soutien également de Monsieur Gaudin. Nous avons été reçus la semaine dernière par Monsieur Gaudin. Il a réaffirmé, il affirme par voie de presse qu'il nous suit et il demande lui aussi à McDo de nous sortir de là. Surtout que McDonald's a touché des subventions publiques sur ce restaurant-là. Alors, juste pour être encore plus précis, on va le rappeler peut-être une nouvelle fois parce que c'est important. Demain, normalement, devrait être pris donc une décision demain matin. Si on s'en réfère au droit pur, il n'y a aucune raison d'empêcher une vente ou une cession. Après, effectivement, à vous, et je pense que vous avez bien commencé d'ailleurs à le faire, à démontrer qu'il y a eu quelques erreurs et quelques tentatives d'escroquerie dans la manœuvre, en tout cas. Et c'est peut-être en ça, peut-être que là, les difficultés vis-à-vis du juge vont être assez complexes demain à trancher, en tout cas. Mais il en va surtout, et c'est là où c'est important, de l'avenir de ces 77 salariés de ce McDo, de ces McDo, qui sont tous issus, vous nous le confirmez Christophe, issus des quartiers nord de Marseille. Les 77 salariés du restaurant de Saint-Barthélemy sont tous issus des quartiers nord de Marseille. Mais même moi, certains représentants syndicaux sont issus de ces quartiers-là. Aujourd'hui, on connaît ces quartiers-là et on connaît l'importance de ce restaurant-là dans la vie sociale de ce quartier et dans l'ancrage social et dans le tremplin social qu'il peut représenter aujourd'hui dans l'ensemble des quartiers nord, parce que justement on y a vécu, on y a habité et on connaît et on l'a vécu. Ouais. On sait que ce restaurant-là est l'un des premiers employeurs sur ce secteur-là. On est le deuxième bassin d'emploi sur le secteur, sur le Grand Saint-Barthélemy, juste derrière Carrefour-le-Mallan. Alors même si certains peuvent dire 77 emplois, c'est pas beaucoup, mais il faut savoir que ce sont des quartiers qui sont à plus de 40% de taux de chômage. Oui, c'est ça, taux de précarité absolument... En précarité complète et absolue. Et ça permet aux jeunes d'avoir leur premier emploi, de s'intégrer par le travail, de s'intégrer par la sociabilisation aussi, puisqu'ils rencontrent d'autres personnes issues d'autres quartiers. Et puis c'est vraiment une mixité sociale que l'on peut retrouver à l'intérieur de ce restaurant-là. Alors, il est vraiment d'une importance capitale pour l'ensemble de ce quartier. Ce qu'a soulevé et souligné tout à l'heure Taha, à juste titre d'ailleurs, c'est de voir que dans ces quartiers populaires, que l'on a tendance à médiatiser pour autre chose que ce genre d'exemple, il y a des luttes syndicales, il y a des luttes pour obtenir des droits, et ça fait plaisir à voir quand même, cette organisation qui, on l'espère, peut-être finira par payer. T'as bien insisté là-dessus d'ailleurs. Ouais, clairement. Si vous voulez, il y a ce discours général qui consiste à dire qu'il y a
une sorte de fatalisme dans les quartiers. Qui emmènerait automatiquement les jeunes vers la délinquance, vers tout un tas de choses plutôt négatives en général. Et moi, quand j'ai rencontré ces jeunes-là, j'ai rencontré des jeunes qui avaient envie de se battre, qui avaient envie de s'en sortir, avec des parcours différents les uns les autres. Je pense à Nordine, qui a un parcours aussi, qui a aussi eu des erreurs de parcours à un moment donné, qui a su se relever et qui est parti au charbon, qui est parti travailler pour gagner sa vie honnêtement. Et aujourd'hui, on veut les priver de travail, on veut les priver de dignité tout simplement. Donc, il y a ce combat-là qui est important et qui permet aussi de montrer que nos quartiers aussi, c'est des endroits où on lutte, c'est des endroits où on est capable de mener des combats de façon digne, de façon correcte. Et je pense qu'il y a un véritable enjeu au-delà même des 77 emplois, au-delà même du McDo, au-delà même de Marseille. Donc c'est un véritable exemple. Et tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, si vous avez l'occasion, si vous êtes dans le coin, allez leur faire un petit coucou là-bas, ça leur fera plaisir. Si vous pouvez donner quelque chose, donnez. Si vous pouvez relayer sur les réseaux sociaux, relayez. On a besoin du soutien de tout le monde. Donc c'est vraiment important. En parlant de réseaux sociaux, est-ce qu'il y a un Facebook ou quelque chose qui a été créé pour cette lutte spécifique, Christophe? Alors on a effectivement un site Facebook qui s'appelle Christian Buisson et qui relaye toutes les informations, y compris les vidéos qu'on peut faire des soutiens qui sont avec nous. Et donc on a ce site-là qui relaye en permanence et qui fait des directs pour montrer un peu la situation que l'on vit, nous, dans les restaurants et le soutien qu'on peut avoir. Et justement, vous voyez, on était en AG il n'y a pas plus tard que 5 minutes et on sait à l'heure où je vous parle que Madame Samia Ghali est à Paris-Bercy une fois de plus pour nous soutenir, pour nous défendre et pour faire valoir nos droits. Et on apprend aussi par l'intermédiaire de coups de téléphone ou de Twitter que Monsieur Mélenchon sera présent demain à 14h au restaurant de Saint-Barthélemy pour nous soutenir, et ce, quel que soit le verdict qui sera rendu demain. D'accord. Donc oui, on essaye de tenir informé un maximum de personnes à travers les réseaux sociaux. Et ce qui est intéressant à constater dans cette affaire, c'est que vous êtes soutenu par différents mouvements politiques, de Gaudin en passant par Mélenchon, Samia Ghali et j'en passe. Oui, nous sommes tenus par la quasi-totalité des partis politiques ou de personnes qui peuvent nous représenter, sans qu'ils ne tiennent compte de leur propre étiquette. C'est vraiment une lutte noble et comme l'a dit Tara tout à l'heure, c'est vraiment une lutte pour la dignité et tout le monde nous rejoint sur ce domaine-là. C'est vraiment de la dignité que nous voulons et nous voulons pouvoir travailler. C'est pas parce qu'aujourd'hui nous résidons dans les quartiers nord que nous n'avons ni le droit au travail ni le droit à nous exprimer. Demain, c'est à quelle heure? Est-ce que les Marseillais peuvent venir vous soutenir demain matin? Alors demain, on sait que malheureusement, comme c'est le rendu d'une décision, il n'y a pas d'heure précise. On sait que le greffe est ouvert à partir de 9h du matin. On ne sait pas à partir de quelle heure ils pourront nous donner la décision. Ouais. Ce qui est sûr, nous, c'est que on entend parler ici et là de manifestations en centre-ville de Marseille demain à partir de midi. On sera dans le cortège des manifestations de demain pour une nouvelle fois, et ce, quel que soit le résultat, si malheureusement on l'a, ou même s'il est en notre faveur, pour montrer qu'une fois de plus, la lutte paye et que pour pouvoir se défendre, il faut qu'on soit ensemble. Est-ce que midi sur le Vieux-Port, hein. À midi, oui, sur le Vieux-Port. Oui. Ma dernière question, Christophe, est-ce que vous avez pensé à l'après? Et si cette décision est malheureusement pas en votre faveur, qu'est-ce qu'il vous reste comme recours et qu'est-ce que vous avez peut-être entrepris ou décidé de faire? Ça ne fera que renforcer nos convictions sur le fait de lutter, et nous continuerons à lutter même si la décision n'est pas dans l'éventualité où elle ne serait pas en notre faveur, nous continuerons la lutte. Et nous continuerons à mener cette lutte jusqu'à ce que McDonald's France nous entende et vienne s'asseoir à une table avec nous pour négocier une solution qui pourrait tous nous sortir par le haut. La seule chose que nous déplorons aujourd'hui, c'est que les représentants de McDonald's France s'assoient un peu avec tout le monde autour d'une table et jamais avec leurs propres salariés. On a pour la première fois des commentaires de Monsieur Bordas, qui est le vice-président de la région Sud-Est, sur la Provence. Ce que je trouve dommageable aujourd'hui, c'est qu'il préfère parler à un journal plutôt qu'à ses propres salariés. Ouais, il aurait été préférable pour tout le monde qu'une solution soit trouvée en commun. C'est malheureusement pas leur décision. Bon, en tout cas, on vous souhaite bonne chance pour demain, et en espérant que ce vendredi ne soit pas un vendredi noir, mais un vendredi ensoleillé, comme vous en avez l'habitude d'ailleurs du côté de Marseille, le soleil en permanence ou quasiment. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir relaté et expliqué
Donc cette affaire de ce McDonald's donc de Saint-Barth. Et on se voit tout à l'heure, Christophe. Voilà, qui prend le train et qui vient vous rejoindre tout à l'heure, effectivement. Merci beaucoup, Christophe, et bonne soirée. Merci à vous et encore merci, bonne soirée. À très bientôt. Oui, tu prends le train tout à l'heure pour aller à Marseille. C'est ça, à 20h. Voilà, parce que tu as des événements, enfin tu as des choses à faire demain. C'est ça. Manifestation. À midi, hein. Fais attention de pas te filmer trop des violences policières, si tant de fois il y en a, hein. Ça peut, bon. C'est une vocation. Ouais, c'est ça, ouais. Toujours le téléphone près de la main. Voilà. Ça sauve des vies, hein, parfois. Ah oui. Ça peut sauver des vies. C'est vrai. Il y a eu des cas? Il y a eu des cas, ouais. Ah oui. D'accord. Et sachez que vous avez toujours le droit de filmer des policiers dans l'exercice de leur fonction. Et si vous empêchent de les filmer, si vous disent qu'ils n'ont pas le droit de filmer, ils s'exposent à des poursuites. D'accord. Sachez-le, c'est important. C'est important, oui, absolument. Important. Toujours avoir le téléphone à la main. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une difficulté aussi supplémentaire que l'émergence de ces smartphones qui permettent de filmer partout, n'importe où finalement. Et avec les réseaux sociaux, ça va très très vite. Tu en as pu, t'as pu en avoir l'exemple. Hein, c'est ça. Au travers de Benalla. Alors. Donc 01 40 33 9000, je rappelle, on a mis en place évidemment depuis lundi un concept légèrement remanié et que vous avez l'habitude à plusieurs reprises de vous exprimer dans le cadre d'un Libertad en nous appelant au 01 40 33 9000. On peut les déclencher comme ça à tout moment, ces minutes Libertad, et vous pouvez d'ailleurs utiliser un autre moyen qui est le mobile répondeur à votre disposition, et ce 24 heures sur 24. Et je vous donne le numéro de téléphone pour que vous puissiez, pourquoi pas, en tout cas, nous donner un coup de gueule, un avis tranché, un coup de cœur, ou que sais-je encore, pour ce que vous voulez, en tout cas, réagir à l'actualité ou non d'ailleurs. 01 40 06 pardon 18 21 56 41. J'ai tellement de numéros que je m'y perds. 06 18 21 56 41, ou en direct bien sûr pour nous appeler. L'avantage de Libertad, c'est qu'on ne sait pas qui vous êtes ni ce que vous allez nous dire. En tout cas, vous pouvez le faire en toute tranquillité au 01 40 33 9000. Maintenant, le bonsoir, qui est là? Allô? Bon, la personne apparemment n'a pas pu patienter, qu'elle nous rappelle 01 40 33 9000. Je rappelle aussi que lundi prochain, dans le cadre là aussi d'un nouveau rendez-vous qui s'appelle les entretiens du LGF, nous recevrons ce lundi monsieur Ahmed Ograd, qui est le président du CFCM, le Conseil français du culte musulman, et on sera à 3 jours des assises territoriales de l'islam de France voulues par le président Macron, et il fera face à vos questions puisque vous pourrez l'interroger, et vous pouvez également envoyer vos questions sur le mobile répondeur 06 18 21 56 41. Vous envoyez aussi sur la page de l'émission, la page Facebook, bien sûr, toutes vos questions. N'hésitez pas en tout cas. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour monsieur, quel est votre prénom? Mehdi. Mehdi, tu nous appelles d'où? De Paris. De Paris, qu'est-ce qui se passe Mehdi, on t'écoute. Alors moi je voulais appeler pour parler de, je sais pas si vous avez entendu, la loi Chiappa sur la sexualité pour les enfants. Oui, bien sûr qu'on en a entendu, évidemment. Voilà. Alors je voulais parler de ça parce que j'ai reçu plein de, sur WhatsApp, plein d'infos, mais je sais pas, est-ce que c'est rumeur, est-ce que c'est vrai, est-ce que... Alors il y a eu, mon cher ami Mehdi, un avis tranché signé Fatima Wassak la semaine dernière pour son premier avis tranché, qui a fait un avis tranché sur le sujet. Tu vas sur la page Christophe Le Grand Forum sur Facebook et tu vas le visionner. Il a été vu pratiquement plus de 120 000 fois, donc ça va, ça a été bien relayé. Pour le coup, bon, pour faire simple, il y a apparemment c'est pas un projet, d'abord c'est pas nouveau, ça date de 2001, sauf que ça n'a jamais été appliqué. Mais toutes les informations qui ont été propagées tout au long de l'été en disant que les enfants, on allait leur apprendre la masturbation, je ne sais quoi. Fake news complet, mais alors total. D'ailleurs ça a fait pchit cette envie de certains de vouloir bloquer la rentrée scolaire, voilà. Parce ils appelaient à boycotter la rentrée. Oui, il y a eu aucun blocage, il y a eu aucune voilà, donc c'est pour dire que tout ça a été relayé en grande partie, il faut le dire d'ailleurs, par la droite réac, les fachos là, qui s'en donnent à cœur joie sur les réseaux sociaux en propageant et en diffusant des âneries totales. Par contre, Mehdi, il y a des bonnes raisons de bloquer des établissements. On parlait la dernière fois de Parcoursup. Et on en a parlé hier. Et hier, avec, il y a eu le premier lycée bloqué de l'année à Caen, ça s'est passé. Donc 5 septembre, champion du monde. Premier blocage de lycée avec des dizaines de milliers de lycéens qui sont aujourd'hui sans affectation dans les facultés. Donc ça mérite vraiment une mobilisation de la part des lycéens, des étudiants et des parents aussi. Ça concerne tout le monde.
Et là, on est bien loin de la fake news, on est bien dans le concret. C'est plusieurs milliers, dizaines de milliers de lycéens qui sont sans affectation malgré qu'ils aient eu leur baccalauréat. Alors, tu es papa, toi, Mehdi? Papa, oui. Tu as pas combien d'enfants? Ils ont quel âge? J'en ai un pour l'instant. Il a quel âge? 3 ans. Bon, il va à l'école là depuis cette année? Ouais, depuis cette année. Bon, bah écoute, j'espère qu'en tout cas la rentrée s'est bien passée. Et n'hésite pas à aller voir la vidéo sur Facebook, s'appelle l'éducation sexuelle par Fatima Wassak. Merci Christophe, en tout cas, vous faites du super boulot et continuez comme ça les gars. Bah merci Mehdi, salut à toi mon pote, Voilà. à bientôt. Salut. Et justement on en reparlera dans le zapping de ces Parcoursup parce que tu as donné quoi comme chiffre? Moi j'ai 3000. 3000 bacheliers qui se retrouvent sans affectation au jour d'aujourd'hui, hein. C'est le chiffre avancé par la ministre directe Frédérique Vidal, Alors, la ministre de l'enseignement supérieur. Alors moi, j'ai pas les mêmes chiffres que toi, Christophe. Je me réfère plutôt au syndicat étudiant. Oui, bien sûr. Moi, je donne les chiffres de la ministre. Hein. Moi, je me réfère au syndicat étudiant. Et c'est combien alors? C'est plusieurs dizaines de milliers. Je regarde tout à l'heure. On dira fait le point on dira juste pendant le zapping. après la pub sur France Maghreb 2. Effectivement, le zapping à suivre. Il y a du bon et du moins bon d'ailleurs dans le zapping. Et puis prochain épisode Libertad tout à l'heure à moins de quart de 18h, enfin 17h45 pardon. Je m'y perds. Soyez les bienvenus, c'est le LGF, le grand forum au parfum et à l'affût de tout. Que vous soyez de Marseille, Paris, Dijon, on se fait l'écho évidemment de tout ce qui se passe près de chez vous et ce qui vous concerne, c'est votre émission, ça s'appelle le Grand Forum sur France Maghreb 2. 17h29 et vous êtes bien sur France Maghreb 2. Je vous rappelle la question du jour du LGF aujourd'hui. C'est l'Espagne qui a annulé une livraison d'armes à l'Arabie Saoudite parce que cette dernière évidemment est directement concernée sur le conflit au Yémen, sur l'attaque, sur le massacre perpétré au Yémen. Et la question naïvement que l'on vous pose, bien sûr, est-ce que la France en fera autant selon vous? Eh bien, vous êtes en grande majorité à nous dire que non. Hein, sur Facebook, continuez de voter France Maghreb 2 et sur Twitter, LGF officiel, bien sûr, pour voter et donner votre avis parce qu'il compte, bien sûr, et en nous appelant, bien sûr, au 01 40 33 9000 si vous souhaitez, là aussi, nous en parler. Soyez les bienvenus et bon retour à la maison si tel est le cas pour vous. Déjà, 17h30, je pense que beaucoup d'ailleurs commencent à sortir des bureaux. C'est l'heure maintenant, Charta, de notre zapping. Allô quoi. C'est comme si je te dis, t'es une fille, t'as pas de cheveux. Par exemple, dans ce collège à Creil, 3 jeunes filles musulmanes. Elle n'est pas voilée parce qu'elle est libre. C'est ça la République. Aujourd'hui, on a des branleuses à 12 ans qui vous donnent des leçons. Il y a des nègres américains qui étaient pour l'esclavage. Hein. Elles sont l'étendard du pouvoir religieux. Va dormir pendant au moins 24 heures. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Voilà pour ce petit jingle pour introduire. Il est pas mal ce jingle. Il est pas mal, oui, effectivement. Ouais. Donc le zapping, c'est les meilleurs moments qu'il ne fallait pas rater à la télé et à la radio. Nous consacrions hier une émission à Parcoursup entière d'ailleurs avec Fatima Wassak, Nadir Kaya et nos invités, notamment le syndicat Front de Mer, qui vous invite d'ailleurs à Montreuil le 15 septembre prochain. On y sera pour une après-midi autour des différents sujets qui concernent l'éducation, notamment Parcoursup et aussi l'éducation sexuelle à l'école auquel faisait référence Mehdi juste avant la pub. Eh bien, voici que la ministre de l'enseignement supérieur était invitée à BFM TV. Et elle a sorti un chiffre de bacheliers qui, à ce jour, n'ont toujours pas d'affectation. Un peu plus de 3000 bacheliers ce matin continuent à être accompagnés par les commissions que nous avons mises en place de façon à les aider à trouver quelque chose. Dans chacun des rectorats, vous avez bon espoir que ce nombre se réduise à combien? L'objectif, c'est évidemment que tous les bacheliers aient des propositions qui leur conviennent et qu'ils acceptent. Hein. Sur ces 3000 bacheliers, plusieurs ont déjà eu des propositions qui ne leur ont pas convenu et donc on continue à travailler avec eux. Parce qu'il y a beaucoup de places qui se sont libérées en BTS, en prépa, c'était les rentrants absents, c'est ça, hein, qui ne se sont pas présentés et qui libèrent des places. Un peu plus de 120 000 places. Vous dites qu'il reste un peu plus ce matin. 120 000 places. Oui, oui. Un peu plus de 1000 en classe préparatoire. C'est énorme. Oui, c'est énorme, mais le sujet, c'est celui de la mobilité. C'est pour ça que le gouvernement a aussi débloqué 7 millions d'euros de façon à pouvoir accompagner ces mobilités. Les CROUS sont mobilisés aussi la mobilité, pour les logements. Par exemple, des étudiants qui sont lyonnais et qui sont affectés, je sais pas, dans une classe prépa de Lille et qui disent, bah non, c'est trop loin, c'est trop cher, je peux pas bouger. Voilà, Frédérique Vidal, qui est la ministre de l'enseignement supérieur, a sorti ce chiffre. On la sentait d'ailleurs pas très à l'aise sur le sujet ce matin chez nos confrères de BFM TV. Des chiffres qui sont bien en deçà de la réalité, visiblement, Ta.
C'est ça, donc en réalité, il s'agirait d'un chiffre qui s'avère beaucoup plus élevé, donc qui s'élèverait à une centaine de milliers d'étudiants et de lycéens, donc confondus. Donc le chiffre dont parle Vidal, c'est 3674 lycéens qui au 5 septembre sont dans l'attente d'une affectation dans l'enseignement supérieur, c'est-à-dire qu'ils n'ont reçu aucune proposition. À cela, on ajoute les 4000 étudiants en réorientation dans la même façon qui n'ont aucune proposition, donc le chiffre déjà monte à 7700. Ensuite, il y a ceux qui sont considérés comme inactifs sur la plateforme du fait que on ne leur propose que des formations qu'ils n'ont pas demandées et qu'ils attendent que des places se libèrent. Donc à partir de là, on monte à 23 756 lycéens et 15 787 étudiants. Donc là, on est à 47 000. Et à ce total-là, il faut encore ajouter 71 000 jeunes qui ont accepté une proposition d'affectation tout en la mettant en attente, donc en espérant encore grimper sur d'autres listes d'attente où ils sont inscrits. Donc au final, c'est 119 062 bacheliers ou étudiants en réorientation qui ne savent donc toujours pas où ils étudieront encore à la rentrée, alors que la rentrée s'est faite depuis aujourd'hui 2 jours. Oui, et d'autant plus qu'il faut y rajouter que si vous avez une proposition effectivement à l'autre bout de la France, il faut commencer à entreprendre les démarches pour trouver appartement et compagnie, et ça se trouve pas en 2 jours. Donc double peine, j'ai envie de dire. Donc concernant ce sujet Parcoursup que l'on a évoqué hier en long et en large, et on en reparlera si tant est qu'il faille le faire, et visiblement je pense qu'on sera amené à le refaire. Alors toujours sur BFM TV ce matin, décidément c'était le festival des membres du gouvernement. Après Vidal, c'était Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, qui était l'invité de Bourdin ce matin, et on peut considérer qu'il a fait un espèce de mea culpa ce matin à la question les politiques ou les membres du gouvernement ont-ils manqué un peu d'humilité au vu de ces différentes affaires. Il dit pas non, l'ami Collomb. Écoutez. Je dois dire que pour ma part, je pense que aujourd'hui peut-être les uns et les autres, nous avons manqué d'humilité. Vous savez, moi j'étais dans le temps prof de grec. En grec, il y a un mot qui s'appelle l'hubris, et c'est la malédiction des dieux. Quand à un moment donné vous devenez trop sûr de vous, que vous pensez que vous allez tout emporter, il y a une phrase qui disait les dieux aveuglent ceux qu'ils veulent perdre. Donc il ne faut pas que nous soyons dans la cécité. Wow, il a sorti les grandes phrases en plus, Collomb, ce matin sur BFM TV au micro de Bourdin. Bon, voilà, un petit mec culpa, c'est toujours bon à prendre ou... Moi, je sais pas, je pense que Gérard Collomb en particulier, c'est pas qu'il ait manqué d'humilité, c'est qu'il ait manqué de dignité. Quand on a un homme qui organise des déportations de migrants, qui organise au travers des différentes réformes de la Constitution et des lois, une loi qui permet d'emprisonner des enfants, des mineurs pendant plus de 90 jours. La loi Asile et Migration. La loi Asile et Migration, quand il envoie les policiers, les gendarmes taper sur les manifestants, taper sur les étudiants, taper sur les cheminots, taper sur les postiers. À ce compte-là, moi je parlerai plus d'humilité, je parlerai bien effectivement de dignité. Et il en a manqué, Gérard Collomb. Bon, alors l'info de la semaine, évidemment, c'est ce remaniement qui a eu lieu mardi dernier. Et parmi ce remaniement, Laura Flessel qui est partie, vous le savez, la ministre des Sports, nous a-t-on dit pour des raisons personnelles, officiellement, hein. Oui, mais sauf que c'est pas vraiment ça, écoutez. La démission fiscale de Flessel, en fait, elle a un problème avec la société qui gère son image, et son dossier est actuellement entre la main de la commission des infractions fiscales. Voilà. Problème fiscal finalement pour Laura Flessel. C'est d'ailleurs une information qui a été est d'ailleurs publiée par le Canard enchaîné hier. Donc Laura Flessel qui a donc effectivement démissionné, la championne d'escrime qui n'est plus donc ministre des Sports. Autre info de la semaine, l'impôt prélèvement à la source. On en parle beaucoup, amis auditrices, auditeurs. Le gouvernement ira pas. Eh bien le Premier ministre a tranché. C'était dans le journal de TF1 mardi soir. Voici ce qu'il a dit. Je vous confirme en effet qu'au 1er janvier de l'année 2019, l'impôt sur le revenu sera prélevé à la source. Écoutez, voilà, il a mis les choses au clair. Donc Édouard Philippe, selon lui en tout cas, bien qu'on a senti le président qui a fait un petit peu marche arrière ou qui était un peu plus hésitant, on va dire, ces derniers jours, notamment lors de sa tournée européenne la semaine dernière, on l'a senti que
il n'était pas aussi sûr qu'Édouard Philippe. Édouard Philippe, donc a dit dans le journal de TF1 que de toute façon, ça se fera le 1er janvier, le prélèvement directement de l'impôt à la source. Donc dès le 1er janvier, sachant que il y a eu des rapports et il y a eu quand même pas mal d'erreurs qui ont été recensées sur l'organisation de ce dispositif qui est extrêmement lourd à mettre en place. Je ne sais pas ce que t'en penses, mais je pense que ça va prendre beaucoup de retard cette histoire et coûter surtout beaucoup d'argent. Écoute, moi, je paye pas d'impôts pour l'instant. Tant mieux pour toi. J'attends de voir. En tout cas, on verra si Bernard Arnault sera prélevé à la source. Oui, effectivement. Alors, mardi est également le jour où a eu lieu la passation de pouvoir entre Nicolas Hulot, l'ancien ministre, et le nouveau François de Rugy. Un discours assez émouvant signé Nicolas Hulot pour son départ devant ses équipes. Je n'ai pas, en l'état, réussi à combler cette ligne de faille entre deux cultures, entre deux intelligences, l'économie et l'écologie. Mais ça n'est pas une fatalité. Beaucoup de larmes sont tombées depuis... Voilà, Nicolas Hulot, très ému, effectivement, lors de la passation de pouvoir. Alors, vous savez qui le remplace, c'est François de Rugy, qui était, vous le savez, président de l'Assemblée nationale jusqu'alors. Mais François de Rugy a-t-il été élogieux envers Macron et en matière d'écologie il n'y a pas plus tard qu'un an. Voici ce que disait François de Rugy, le nouveau ministre, sur Emmanuel Macron, il y a un an. Et je dis quand même qu'il y a deux problèmes lourds avec Emmanuel Macron. Le premier problème pour moi écologiste, c'est qu'il ne parle pas d'écologie. Je ne sais pas quel est son programme écologique. Quand il était ministre de l'économie, non seulement il n'allait pas dans le sens de l'écologie, mais il était plutôt sur l'ancien monde. Lui qui se veut moderne, c'était le nucléaire, c'était le diesel, c'était l'extraction des sables dans la baie de Lannion, même si depuis qu'il n'est plus ministre, il est contre. Emmanuel Macron, président. Quel est le gouvernement? Quelle est la majorité parlementaire? Quelle est la coalition? Avec qui il travaille? Personne ne le sait. MDR, j'ai envie de dire, LOL. François de Rugy, LOL, un an après, et après avoir été président de l'Assemblée nationale, eh bien, ministre de l'environnement et de l'écologie. Donc, alors là, franchement, c'est du lourd quand même. Hein. Ouais, bah c'est clair, le nouveau monde, donc les parjures ministres. Et je précise d'ailleurs que de Rugy n'est pas le seul dans ce cas-là. Hein. Ils étaient beaucoup à faire partie aujourd'hui de ce gouvernement, à dire le plus grand mal d'Emmanuel Macron avant qu'il soit élu président, bien sûr. C'était le cas de Gérald Darmanin aussi. Hein. Gérald Darmanin, effectivement, qui a été, qui a eu des mots très durs envers Macron, effectivement. Dans la campagne présidentielle. Absolument. Édouard Philippe, je pense également, n'a pas été très élogieux à son encontre. Hein. Voilà, donc c'était un certain nombre. Comme voilà. disait Alexis Corbière sur Twitter, on pourrait produire de l'énergie renouvelable au vu de la vitesse à laquelle ils tournent leur veste. C'est clair. Donc, mais pas toujours du bon côté parfois. Ouais. D'ailleurs, j'en fais référence à une chanson de Jacques Dutronc, l'opportuniste, qui leur va très très bien, formidable. Dans le zapping. Est-ce que tout cela profite au président Macron, avec toutes ces polémiques et cette rentrée difficile? Ben visiblement non, la Macronie semble couler. Chartard. La magie Emmanuel Macron n'opère plus. Il chute à 31% d'opinion favorable. 16 mois après son élection, le président fait même pire que son prédécesseur François Hollande à la même époque. Alors là, je dis bravo, parce que pour faire pire que François Hollande, faut quand même oser. Il fallait quand même essayer d'y arriver. Eh bien, Macron a réussi. Bravo. Voilà. À la même époque, 31%. Il fait donc pire que François Hollande à la même époque, précisons évidemment, soit un an après son arrivée au pouvoir. Un petit tour par Europe 1. Ce matin, dans la matinale de Nikos Aliagas, où un sujet sur Facebook et la lutte de miel qui semble désormais terminée avec les usagers américains. Facebook ne serait plus en vogue aux États-Unis. Un quart des utilisateurs auraient supprimé tout simplement l'application de leur smartphone. Voilà. Celle de Tarlet. Oui, c'est une étude du Pew Center qui l'affirme. Et chez les jeunes, chez les 18-29 ans, c'est encore pire. Ce serait 44%, donc près d'1 sur 2 qui aurait supprimé l'application Facebook de son téléphone portable au cours de l'année écoulée. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils se désabonnent, mais ils ne consultent plus, en tous les cas, plus depuis leur téléphone portable. Alors pourquoi? C'est pas tant les affaires de protection de vie privée, mais c'est plutôt
surtout une affaire de génération. Figurez-vous que pour les jeunes, Facebook, qui a 14 ans, c'est une éternité dans le monde du web, 14 ans. Et ben voilà, pour les jeunes, Facebook, c'est un réseau social de vieux, c'est le réseau social de leurs vieilles tantes, de leurs grands-parents, de leurs parents même, qui soupçonnent de les surveiller sur Facebook. Donc les jeunes s'enfuient et ils vont sur d'autres réseaux comme Instagram ou Snapchat. Instagram qui appartient à Facebook, mais bon, ça reste un géant Facebook avec des milliards d'utilisateurs. Voilà, 2 milliards 200 millions d'utilisateurs, c'est quand même ahurissant. Un humain sur 3 est sur Facebook, mais les derniers chiffres ont montré qu'en Europe et aux États-Unis, le nombre d'utilisateurs stagnait, voire baissait. Vous savez que quand ces chiffres ont été révélés, c'était l'été dernier, l'action Facebook a chuté de 20%. Preuve que on parle des monopoles des GAFA. Ben, on s'aperçoit que nul n'est indéboulonnable et que vous avez beau vous appeler Facebook, vous êtes toujours à un clic de vous faire supprimer de votre téléphone portable. Encore que, et vous l'avez un peu révélé, Nikos, encore que Facebook a une arme secrète pour résister. C'est sa puissance financière. Facebook, ça vaut 500 milliards de dollars. Ce qui lui permet de frapper à tout moment et de racheter un petit concurrent qui débute. Et vous l'avez dit, Nikos, Instagram, le réseau des jeunes, à qui il appartient? À Facebook, qui l'a racheté en 2012. Formidable quand même. Quelle stratégie. Alors, quelle stratégie. Tiens, toi, Facebook, c'est pour les has-been ou pas alors pour toi? Bah je sais pas, moi Facebook, j'utilise pas tant pour mettre mes photos de vacances, c'est beaucoup plus politique, tu sais, moi je publie du contenu politique. Ouais. C'est vrai que pas mal de monde est sur Facebook. Après j'utilise Instagram beaucoup plus sur un côté personnel, un peu plus délire, fun. Snapchat un peu moins parce que Instagram a aussi repris les stories de Snapchat. Ouais. Donc c'est vrai que je publie souvent sur Instagram du contenu un peu plus personnel. D'accord. Et Twitter aussi, c'est pas mal. Mais c'est vrai que Twitter, Facebook, c'est beaucoup plus on va dire traditionnel, donc un peu politique. Instagram, Snapchat, ça va être beaucoup plus du contenu plus personnalisé. Très malin en tout cas Facebook, parce que effectivement en rachetant Instagram, on a pu se refaire une santé, tranquille. Et Instagram, c'est vrai que ça cartonne auprès des jeunes notamment. Harcelée depuis plus d'1 an à cause de sa couleur de peau, la présentatrice de la RTBF, ça se passe en Belgique, la présentatrice Météo a exprimé son ras-le-bol dans une vidéo qui fait le buzz depuis sa parution, c'est-à-dire depuis ce matin ou hier soir, je sais plus. Hier, au boulot, donc à la météo, il y a une dame qui a appelé pour dire que j'étais trop noire et qu'elle ne voyait rien dans l'écran, qu'on ne voyait que mes vêtements, que je ne passais pas bien à la télé parce que j'étais trop noire et qu'il fallait me le dire. Voilà, alors je viens de l'apprendre, ça m'a d'abord fait beaucoup rire, je suis partagée entre plusieurs sentiments parce que là je crois qu'on commence à toucher le fond quand même. Ça me fait délirer d'imaginer cette espèce de dame chez elle et qui se dit bon, enfin, on voit rien à la télé, la dame elle est trop noire, je ne vois rien, je vais appeler la météo, faut leur dire. C'est absurde. Donc je partageais entre le rire, entre la colère, parce que en fait ça commence à vraiment m'énerver, ce genre de messages. J'en reçois, ça ne s'arrête pas. Ça va faire 1 an que je fais ce métier maintenant et j'en ai marre en fait de recevoir des tonnes de messages racistes, des messages insultants. Donc ça commence à me mettre en colère vraiment. Et puis ça me touche parce que je suis un être humain en fait et que forcément j'essaie de passer outre parce que je pense que je suis quelqu'un qui avance, parce que je veux pas mettre ça en avant, parce que ça reste une minorité bruyante. Mais en fait c'est plus drôle en fait. Moi ça commence à voilà quoi, recevoir des sales négresses dans mon pays, en fait, c'est pas drôle quoi. Donc en fait, moi j'en ai marre. Là, ça va faire 1 an que je fais ça, je dis rien. Je veux avancer, je dis rien. Mais là, j'en ai marre en fait. Donc maintenant, j'ai décidé que j'allais le dire. Parce qu'il y a trop de gens qui pensent que le racisme en Belgique n'existe pas. C'est pas vrai. Des gens racistes, des misogynes, la discrimination, tout ça, ça doit s'arrêter. Donc maintenant, je vais en parler, je vais le dénoncer, je vais le dire. On a eu balance ton porc, maintenant on va avoir balance ton con. D'accord? On va balancer les cons, on va balancer les gens qui sont trop fermés d'esprit et qui en blessent d'autres. Mais là maintenant, moi j'ai envie, peut-être grâce à ma médiatisation, d'aider certaines personnes qui n'arrivent peut-être pas à dire tout haut les persécutions qu'elles vivent, les discriminations qu'elles vivent et les oppressions. Et maintenant, voilà, si moi je peux aider ces gens-là à dire les choses, allons-y, faisons-le ensemble. Mais maintenant, ça va savoir tous les messages que je reçois, tous ces trucs insultants, je vais les balancer. Et à vous qui continuez à m'écrire ce genre de saloperies, sachez que là, ça me touche parce que là, je suis émue, parce que j'en peux plus, parce que je suis fatiguée. Mais vous me rendez plus forte, ok? Et si vous n'en pouvez plus de voir ma gueule à la télé, vous n'êtes pas prêt de plus voir ma gueule à la télé. Et si ça te fait chier de voir ma tête à la télé, eh ben tu zappes.
ou ouvre un bouquin, ça va changer pour une fois, d'accord? Donc maintenant, on va arrêter et on va se liguer ensemble. Et les gens qui sont fermés d'esprit, comme ça, on va leur montrer que on est dans une Belgique ouverte. Ok, moi je me sens belge, je suis bien dans mon pays. Donc maintenant, on va arrêter de me dire de rentrer dans mon pays, parce que je suis dans mon pays, d'accord? Donc maintenant, on arrête les messages racistes. Et si t'es trop raciste, si tu sais pas quoi faire de ta langue là, de ton PC, tu arrêtes, tu jette-toi, fais autre chose, j'en sais rien. Tu touches déjà le fond, reste au fond. Mais laisse les gens tranquilles, toi et ton petit esprit. Je pensais pas qu'on pouvait vraiment vivre des choses comme ça. Là, ça fait 1 an que je reçois ce genre d'insultes. Je n'en peux plus. Donc, ça doit s'arrêter. Tous les gens qui reçoivent ce genre de messages, mais moi je dis ça parce que je suis noire, mais il y a des gens qui sont gros, qui sont musulmans, qui sont arabes, qui sont j'en sais rien, roux, avec des lunettes. Tous les gens qui se font persécuter sur les réseaux sociaux, ça doit s'arrêter. Le harcèlement sur les réseaux sociaux, le harcèlement virtuel, ça touche. Il y a des gens qui sont peut-être plus faibles que moi et qui le vivent moins bien. Et voilà. Et j'ai envie d'aider des gens de personnes. Alors si on t'ennuie, viens me le dire. Venez, ceux qui ont des idées, venez, j'en sais rien pour le moment. Je vous dis plein de trucs en vrac comme ça parce que je suis émue, parce que voilà. Mais je veux pas laisser ça en toute impunité, d'accord? Parce que j'en ai ras-le-bol, parce que maintenant je vais ouvrir ma gueule. Maintenant je vais le dire et je vais arrêter d'être dans mon coin et de faire comme si tout se passait bien, comme si on habitait dans un pays où tout le monde s'aimait, où les gens étaient tous ouverts d'esprit. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Je vais vous montrer les conneries que je reçois. C'est hallucinant, d'accord? Moi, alors, en ce moment, j'ai besoin de vous, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de support là parce que je me sens pas bien. Et voilà. Donc, merci pour votre écoute. Et la bonne surprise, c'est que j'ai quand même un petit scoop pour vous. C'est que ce week-end, il va faire beau. Je vous embrasse. Et puis, je vous aime. Ciao. Voilà, ça fait le buzz évidemment sur la toile, hein, ce coup de gueule, ce coup de colère de cette présentatrice météo belge sur la RTBF qui reçoit effectivement un tas d'insultes racistes et elle a décidé donc de faire cette vidéo. Coup de gueule, ce qui me laisse l'occasion de saluer et d'apporter aussi tout notre soutien à Rokhaya Diallo, Big up. Qui sur Twitter subit un véritable acharnement de la fachosphère, de quelques-uns qu'on peut citer là, Antoven. Et c'est quoi son tweet dégueulasse qu'il a fait là? Enfin, il a fait une tribune, un article dans Le Point où en fait il dit texto, j'aimerais être une femme noire pour qu'on arrête de m'emmerder. Donc clairement ce type est à vomir. Moi j'ai eu l'occasion de bon, j'appellerai pas ça des échanges, plutôt des clashs avec lui sur Twitter. Le mec est clairement profondément raciste, profondément sexiste, et il s'agit aujourd'hui de faire en sorte que tous ces gens-là sur les réseaux sociaux, que ce soit sur la scène médiatique, sur la scène politique, tout simplement soient punis à chaque fois qu'ils harcèlent, à chaque fois qu'ils insultent, à chaque fois qu'ils diffament. Je parle pas que en particulier pour Raphaël Enthoven, parce que lui ça va être un peu le côté plus lisse, hein, plus politiquement correct, mais tout un tas d'imbéciles, comme le disait cette présentatrice météo belge. Moi pour mon cas, je reçois aussi des tonnes des insultes à chaque fois que je passe à la radio, à la télé. En fait, aujourd'hui, il faut sortir de l'omerta et dire stop quoi. Stop. D'une part, des imbéciles qui ont 2 neurones qui disent sale bougnoule, va rentrer chez toi, mais aussi des relais médiatiques politiques qui le font de façon beaucoup plus insidieuse et qui sont tout aussi ignobles. Hein. Oui. Donc gros big up à Rokhaya, ouais. Qui subit un acharnement quasi quotidien sur les réseaux sociaux. C'est ça. On pense aussi à d'autres, hein, que ce soit Majid aussi qui reçoit beaucoup d'insultes au vu de sa récente actualité, à tout un tas de camarades aujourd'hui qui sont aussi dans ce combat-là. Donc clairement il va falloir agir, il va falloir s'organiser pour, notamment sur les réseaux sociaux, faire en sorte que ce genre de choses n'arrive plus. Allez, dans un instant, 2 petites infos dans le buzzer qu'on va buzzer parce qu'elles sont importantes. Et puis on verra. Tiens, un petit Libertad pour finir sur France Maghreb 2. Ne bougez pas, tout de suite. C'est le grand forum avec Tabouabs qui est avec nous. Il vous donne rendez-vous. Il vous donne tous rendez-vous demain à midi sur le Vieux-Port. Sur le Vieux-Port pour la manif
pour protester contre la venue de Macron et de Merkel. Et à 9h au grand tribunal de grande instance de Marseille pour le sort de ces salariés, 77 salariés, donc du McDo de Saint-Barth à Marseille. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Il nous reste 5 minutes sur France Maghreb 2 avec Tahabouab sur France Maghreb 2 avec le buzzer, mon cher ami Ta. Je te propose des mots clés et tu dois buzzer ou pas. Okay. Mais je te donne je te lance un avis de bien buzzer. Voilà, c'est important parce que ce sont deux informations importantes. Si je te dis Algérie, choléra, maladie, tu buzzes? Non. Si, on buzz. Si, on buzz. Buzz. Allez, merci. C'est important parce que c'est évidemment en Algérie. Ça me fait de la peine, c'est pour ça. Oui. J'ai du mal. Du mal. Alors, en tout cas, sachez que sur le front de la lutte sanitaire contre la bactérie du choléra, aucun nouveau cas annoncé depuis une semaine. Et lundi, le ministre de la Santé a estimé que l'épidémie qui a fait 2 morts était maîtrisée. Seuls 6 malades du choléra sont encore hospitalisés en Algérie. Sur les 74 personnes touchées par cette épidémie qui est apparue le 7 août dernier, et les autorités algériennes ont annoncé avoir identifié l'origine de l'épidémie. Il s'agit d'une rivière qui traverse 3 des 6 régions touchées par la maladie. Le ministère de la Santé a annoncé donc ce mercredi avoir identifié la bactérie du choléra dans une rivière qui traverse les régions de Blida, Tipaza et Alger, 3 régions touchées par l'épidémie. Le bilan provisoire des autorités fait état de 2 décès, je le disais tout à l'heure, 86 cas confirmés et 221 personnes hospitalisées depuis le 7 août. Le ministre de la Santé considère que l'épidémie est maîtrisée. Le dispositif de veille sanitaire sera maintenu et les autorités ont annoncé des mesures de prévention comme des séances de sensibilisation dans les établissements scolaires sur le lavage des mains. Les autorités et les responsables de la santé répètent dans les médias des consignes de prévention comme le javeliser l'eau stockage ou nettoyer les fruits et légumes avant leur consommation, mais aucun autre dispositif de contrôle, donc notamment aux frontières, n'a été annoncé. Donc voilà sur ce que l'on pouvait dire. Et vous voyez que la psychose est importante parce qu'hier on a mis à l'écart un avion en provenance d'Oran à Perpignan pour suspicion de choléra. Finalement, après avoir examiné, il y avait aucun cas de choléra. Donc voilà. Autre information que tu vas buzzer aussi, si je te dis. Je sais, c'est un peu orienté. La prochaine fois, je suis sûr que je te laisserai la liberté. Boycott Danone Maroc. Buzz! Ah ouais, on buzz, hein. Bah oui, on buzz. Forcément. Parce qu'au Maroc, le groupe Danone cède. Face au boycott du lait de la marque, le PDG de Danone, Emmanuel Faber, a en effet annoncé hier une baisse d'environ 10% du prix sur certaines briques de lait pasteurisé, ainsi que le lancement d'un format économique. L'entreprise Danone a perdu 40% de son chiffre d'affaires au second semestre au Maroc, et c'est la suite d'un mouvement de boycott 2.0 contre la cherté de la vie qui a donc été lancé sur les réseaux sociaux. Les stations-service Africa et l'eau minérale Sidi Ali, leaders de leur secteur dans le royaume chérifien, sont également visés par ces formes inédites de protestation anonyme que le gouvernement marocain n'a pas réussi à contenir. Voilà sur ce qu'il fallait retenir. Et donc, buzzer, t'as bien fait de le faire, mon cher Ta, avec mon aide en tout cas pour l'Algérie. Et c'était totalement de façon pas du tout orientée. Absolument. Non, mais c'était considérable. Ouais. Hein. J'avais même vu des images de yaourt, je crois, Danone gratuit, et les gens ne les prenaient pas. C'est impressionnant, mais c'est impressionnant comment le boycott a été extrêmement suivi au Maroc. Et finalement ça a fini par gagner parce que ils annoncent une réduction considérable dans tous les produits Danone. C'est le président de l'entreprise qui a annoncé ça tout récemment. Donc voilà. Alors pour finir, rappel de 2 rendez-vous importants demain du côté de Marseille. Vous amis marseillais, du côté de Marseille que vous nous écoutez, je rappelle, sur le 93.8. Demain à 9h, le tribunal de grande instance de Marseille qui devrait statuer et trancher sur le sort de ces 77 salariés du McDonald's de Saint-Barth concernant la cession de ces restaurants. 77 salariés, tous issus des quartiers nord de Marseille. Demain, donc, le tribunal de grande instance devrait statuer. Et puis, à midi, manifestation au Vieux-Port contre la venue de Merkel et Macron. Et d'ailleurs, de ce pas, tu te rends tout de suite à la gare pour prendre le train direction Marseille pour rejoindre toute l'équipe du McDo en lutte depuis maintenant 8 mois, reçue à Bercy, pas plus tard qu'hier. Et Samia Ghali nous disait tout à l'heure, le leader syndical que nous recevions est en train en ce moment même de essayer aussi de continuer la discussion autour de ce sujet
à Bercy aujourd'hui. Bon voyage. Merci Christophe, à la semaine prochaine. Merci à tous et demain, désormais le vendredi sera la récap. On prendra 3 sujets qui ont fait l'actualité cette semaine et on en parlera demain avec nos intervenants. Bonne soirée, 18h. Dans un instant Nabil, juste après les infos, le flash Marine Garel. Bonsoir Marine. Bonsoir à tous. L'évacuation du camp de migrants de Grande-Synthe, près de Dunkerque. Environ 500 migrants sont évacués pour être relogés dans des centres d'hébergement. Des migrants qui s'étaient réinstallés sous des tentes dans un bois en bordure d'autoroute dans l'espoir de rejoindre l'Angleterre. Les rappeurs Booba et Caris devant la justice. Procès pour leur bagarre à l'aéroport d'Orly. Un clash qui avait fait le buzz sur les réseaux sociaux. Les 2 rappeurs s'accusent mutuellement de cette rixe. Ils risquent jusqu'à 7 ans de prison. Après la démission de Nicolas Hulot, la popularité d'Emmanuel Macron et de Édouard Philippe touche le fond. Selon un nouveau sondage publié aujourd'hui, le président de la République recueille 23% d'opinion favorable, en baisse de 4 points, tandis que le Premier ministre est à 24%. Ça correspond à moins 6 points. Le taux d'absentéisme chez les salariés est à son plus haut niveau depuis 10 ans, selon le baromètre annuel relevé aujourd'hui. Le nombre de jours d'absence moyen par an est passé de 16,8 en 2016 à 17,2 en 2018. Dans le détail, les secteurs de la santé, de l'industrie et du commerce voient leur absentéisme augmenter. Celui constaté dans le secteur des services continue à diminuer. Des cris de joie et des embrassades, la communauté homosexuelle fait la fête en Inde après la décision historique de dépénaliser l'homosexualité. L'interdiction remontée au 19e siècle dans ce pays, le 2e le plus peuplé de la planète. La mort de la chanteuse des Cranberries, Dolores O'Riordan, en janvier est accidentelle. Le tribunal londonien a statué. La chanteuse s'est noyée dans sa baignoire, dans sa chambre d'hôtel, après une consommation excessive d'alcool. À Munich, ce soir, c'est le premier match des Bleus depuis la Coupe du Monde en Russie. On les avait quittés en juillet dernier en train de soulever la coupe. On les retrouve ce soir à Munich. Les Bleus reprennent le chemin de la compétition. Excepté Areola dans les buts, les 10 autres finalistes de Moscou devraient être alignés à partir de 20h45. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.